Alors, bonjour à tous et bienvenue au webinaire mensuel du WDI, le Women's Declaration International. C'est notre retour. Nous avons pris une petite pause en août. Alors, nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui à notre premier webinaire de septembre. Alors, l'Organisation mondiale, le WDI est une organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe. Parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et que ces violences sont, comme le sexe, observables par tout un chacun. Ce n'est pas en raison d'une soi-disant identité de genre que les femmes subissent des violences. L'identité de genre n'est jamais définie, n'est qu'un ressenti individuel, elle n'est ni observable, ni vérifiable, contrairement au sexe et contrairement aux violences basées sur le sexe. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe que nous vous invitons à signer. Cette déclaration compte déjà 35 000 signataires à travers le monde et ce chiffre augmente à environ 200 signatures par semaine. Elle compte aussi plus de 450 organisations à travers le monde. L'article 9 de notre déclaration rappelle l'importance de la protection des enfants et en quoi l'idéologie transactiviste est un danger pour les droits des enfants. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous recevons Marie Moisidon, qui va nous parler du mémoire qu'elle a rédigé et présenté dans le cadre de son diplôme d'université Violences faites aux femmes à Paris 8. Marie Moisidon est formatrice sur les questions de violences faites aux femmes, violences pédocriminelles et égalité filles-garçons. Elle est également lesbienne et féminisme. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, il me fait plaisir de te recevoir. Habituellement, tu es dans l'autre chaise. Oui. Alors, nous avons très hâte d'entendre la présentation de ton diplôme universitaire que tu as reçu, je pense, tout récemment, hein, c'est ça? Oui, Voilà, au mois de mai, je crois, c'est ça? au mois de mai, j'ai eu le Voilà. résultat. Oui. Alors, Marie, peut-être que notre première question, ce serait, pourrais-tu nous dire ce qu'est ce diplôme-là que tu viens de passer en mai dernier? Alors, il s'agit d'un diplôme d'université intitulé Violences faites aux femmes. C'est un diplôme qui a été fondé et qui est coordonné par Ernestine Ronet et Édouard Durand, qui avaient la volonté de former un maximum de professionnels à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la culture de la protection. Alors, Ernestine Ronet, elle est responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences faites aux femmes. C'est elle qui a monté cet observatoire. Et elle est membre de la CIVIS. La CIVIS, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, une commission qui date de 2021. Et Ernestine Ronet joue un grand rôle, notamment dans les recommandations de la MIPROF, qui est la mission interministérielle pour la protection des femmes. Et je ne vais pas tout dire parce qu'elle fait vraiment beaucoup de choses. Et Édouard Durand, il est juge pour enfants et coprésident de la CIVIS, dont je viens de vous parler. Et il est spécialisé notamment dans l'enfant co-victime des violences conjugales. L'enseignement du DU, il est composé à la fois d'enseignement universitaire et d'interventions de professionnels, des juristes, associations, professionnels du soin, sociologues, psychologues, avocates, délégués du procureur, etc. Et donc, c'est vraiment la complémentarité entre ces deux enseignements qui permet d'obtenir une vision globale des violences faites aux femmes et des façons de lutter contre ces violences. Donc, je vous ai dit, c'est à Paris 8. Et c'est une formation qui s'étale sur un an, qui s'adresse à des professionnels de terrain et qui donne un niveau Bac+3. Alors, Bac+3, en France, le bac, on passe à peu près à 18 ans. Donc, c'est hors parcours, licence, master, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle un diplôme d'université, c'est hors autre parcours. Voilà.
Alors, merci beaucoup, c'est très clair et on apprécie aussi au Québec de faire le lien là, avec l'âge parce que ça donne une idée, parce que les systèmes d'éducation sont différents. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à suivre ce diplôme universitaire? En fait, tout a commencé en 2012. J'ai eu le grand déplaisir de rencontrer des nostalgiques de la culture que j'appelle culture pédophile des années 70, qui fait beaucoup de ravages et qui continue à faire des ravages. Et c'était des groupes qui distribuaient des textes qui avaient l'air au premier abord très progressistes, très en faveur des droits des mineurs. Et certains de mes amis proches ont cru que c'était des textes très gentils parce que c'est très très bien tourné en fait, ça se fait passer pour progressiste. Et moi, ça me mettait très mal à l'aise parce qu'ayant grandi dans les années 80, je vois très très bien ce que c'est cette culture pédophile. Et donc ces textes me mettaient mal à l'aise. Il s'agissait de nier l'existence de l'enfance au prétexte que classer les individus en fonction de l'âge, ça serait discriminant. Alors comme ça paraît gentil, on veut lutter contre les discriminations. Et puis, il s'agissait aussi de s'insurger au nom de la liberté contre toute limite et contre toute interdiction faite aux enfants. Et souvent, au milieu de ces bouquins, c'est-à-dire que souvent, des amis à moi les lisaient, mais s'arrêtaient avant. Donc, ils ne voyaient pas là où vraiment ça devenait très, très craignos. Ben, au milieu de ces enfants, de ces bouquins, les auteurs et autrices commençaient à parler de l'interdiction qui est faite aux enfants d'avoir, enfin, qui serait faite, selon eux, aux enfants, d'avoir une sexualité avec des adultes. Et ça, c'est complètement un renversement de la, de la culpabilité, puisque la loi n'interdit pas aux enfants d'avoir une sexualité avec des adultes. C'est au contraire les adultes qui sont punis s'ils s'en prennent à des enfants. Et ça, vraiment, cette inversion de la culpabilité, c'est vraiment propre aux agresseurs. Et voilà, donc c'est vraiment une propagande. Quand j'ai découvert ça, ça m'a mise très, très en colère et ça m'a amené à faire trois choses. Étudier les principes et les conséquences de la culture que j'appelle culture pédophile des années 70 et ses résurgences dans les années 2010 et puis encore maintenant. Donc j'ai travaillé à la rédaction d'une brochure sur ce thème. Comprendre les mécanismes universels de la violence, qui ont quand même été étudiés assez sérieusement. Et troisième chose, mettre en place des ateliers de lutte contre la pédocriminalité. Alors, en ce qui concerne la culture que j'appelle culture pédocriminelle des années 70, j'ai remarqué plusieurs caractéristiques. Alors déjà, avant d'en parler, il faut savoir que les agresseurs, ils existent à toutes les époques et dans tous les milieux. Et leurs stratégies, elles sont universelles. J'en reparlerai. Le CFCV a mis, le collectif féministe contre le viol, a vraiment mis en lumière les stratégies universelles de l'agresseur. Mais ces agresseurs, ils vont profiter et s'adapter de chaque élément culturel de leur environnement, de leur milieu social. Et dans les années 70, ils surfent sur le vent de liberté pour faire passer leur crime pour quelque chose de libérateur. Ils profitent de la sympathie de la gauche pour le mouvement homosexuel naissant, pour faire comme si eux aussi faisaient partie d'une minorité opprimée, alors que ça n'a rien à voir. Le secret, autre exemple, le secret, c'est un des piliers de la stratégie de l'agresseur. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Souvent, l'agresseur dit à la victime, si tu parles, il va t'arriver des choses graves ou des choses comme ça. Enfin, il trouve un moyen de maintenir le secret. Mais souvent, le secret, il est circonscrit à l'agresseur et sa victime. Dans les années 70, le secret il pouvait s'étendre au fur et à mesure que l'acte pédocriminel était accepté socialement. C'est comme ça que Maznev pouvait se vanter sur des plateaux télé en France des crimes qu'il commettait et être applaudi par ce que j'appelle la gauche cool. J'appelle ça la gauche cool, j'en reviendrai plus tard. J'aime pas les cools, hein, vous verrez. Dans ces années-là, c'est une gauche qui se libéralise, alors qu'avant, quand on était à gauche, il s'agissait plutôt, enfin il s'agit encore pour beaucoup de gens de gauche, hein, de lutter contre les rapports de pouvoir, notamment les rapports économiques, mais pas seulement. Et là, être de gauche, ça signifie de plus en plus accepter tout et n'importe quoi au nom du fameux il est interdit d'interdire, ce truc qui m'énerve, voilà. Et donc, ne plus interdire, ne plus avoir le droit d'interdire, ça signifie qu'on n'a même pas le droit d'interdire les rapports de domination. Et c'est des militants qui considèrent que les enfants sont capables de consentir à tout et n'importe quoi.
Michel Foucault, il va même jusqu'à affirmer que qu'il suffit de demander à l'enfant « Est-ce que tu étais d'accord ou non pour ce rapport sexuel ?» et puis on se contente de la réponse de l'enfant. Or, quand on étudie un petit peu les récits des victimes, on sait que c'est très difficile pour une victime d'élaborer son propre récit. Parce que le discours de l'agresseur, il est très fort. D'autant plus dans un milieu où le discours, il est encore plus fort, qu'on répète aux victimes qu'elles ont de la chance d'être avec des adultes qui leur laissent la liberté. D'autant plus si on donne aux enfants l'impression d'appartenir à une élite, parce que les gens qui critiquent sont arriérés, que l'amour, alors ce qu'ils allaient dire, c'est l'amour entre adultes et enfants, ça a toujours existé dans de nombreuses sociétés auparavant, et c'est l'Occident bourgeois qui brime tout le monde. Bon, ça c'était vraiment le discours. L'enfant victime des pédocriminels des années 70, il ne peut pas se reconnaître comme victime, parce que son agresseur, il ne lui laisse pas la place d'élaborer son propre récit, et l'enfant doit répéter que cet agresseur, en réalité, c'est quelqu'un qui défend ses droits. Alors, la protection de l'enfance, ça s'appuie sur l'idée que les enfants, ce n'est pas des adultes. Et nier l'enfance, c'est vraiment un moyen très pratique pour les agresseurs de se déculpabiliser. Toute personne qui contredisait ces pédocriminels était accusée d'alimenter la panique morale. Et ça, ce mot, vous allez voir, on va le retrouver dans ce qui se passe en ce moment, la panique morale. Et pour un enfant, à cette époque-là, il y a eu des témoignages, hein, s'en référer, s'en remettre aux policiers, aux parents protecteurs ou à toute personne en capacité de le protéger, bah, c'était trahir la communauté. Et alors, comme je vous ai dit, ces pédocriminels à cette époque, ils tentaient de s'assimiler à la cause homosexuelle, mais les lesbiennes, elles n'étaient pas dupes. Et avec les féministes, elles ont dit non, non, nous, on n'adhère pas. Et il y a eu une critique des lesbiennes et des féministes de cette culture pédocriminelle, ces lesbiennes et féministes qui voyaient une manifestation de l'appropriation par les hommes et de la domination masculine. Alors voilà ce que j'ai découvert en étudiant la culture que j'appelle culture pédophile des années 70. Et puis ensuite, j'ai décidé de professionnaliser mes ateliers, puisque jusqu'ici, c'était des ateliers militants et bénévoles. Et il y a quelques années, j'ai commencé à proposer des formations pour les professionnels. J'ai commencé aussi à proposer des formations sur les violences faites aux femmes et sur l'égalité filles-garçons. Et c'est là qu'une amie m'a parlé du DU qu'elle était en train de faire à Paris 8. Et voilà comment j'ai décidé de m'y inscrire. Voilà. C'est vraiment intéressant cette plongée-là dans les années 70 parce qu'on peut voir des similitudes avec certaines situations aujourd'hui. Tu as fait référence à Masdef pour le Québec, évidemment, pour nous. Ce qu'on retient, c'est la fameuse entrevue à Bernard Pivot avec Denise Bombardier, qui vient de décéder d'ailleurs très récemment et qui avait eu le courage d'intervenir frontalement et de dire les vraies choses. Et c'est intéressant parce que moi, j'avais regardé un petit peu les réactions ici des médias au Québec et puis les médias étaient, comme aujourd'hui d'ailleurs, un peu partagés. Certains, j'ai même vu, moi, des critiques de l'intervention de Denise Bombardier, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est 40 ans plus tard, elle est acclamée pour avoir fait cette intervention et avoir tenu ce discours-là. Euh, Ce que tu racontes aussi, c'est que les adultes dans cet environnement-là ou dans cette philosophie-là considèrent les enfants comme des petits adultes au lieu d'être comme des enfants. Pour eux, c'est simplement un petit adulte. C'est ce que je vois dans ce que tu nous as exprimé. Peut-être ma prochaine question, ce serait de savoir pourquoi tu choisis ce sujet-là pour ton mémoire, les années 70 et la pédophilie et l'environnement médiatique qui entourait ça. Alors, mon mémoire, il porte vraiment sur, alors pas sur je parle de la culture pédocriminelle des années 70, mais mon mémoire, si je vous en ai parlé là, c'est parce que vous allez voir, il y a vraiment je vais faire le parallèle avec ce qui se passe maintenant avec les transactivistes, mais le sujet de mon mémoire, c'est vraiment l'accueil, enfin, élaborer un programme de formation à destination des professionnels sur comment on fait quand on accueille une jeune fille qui se déclare trans. Donc, c'est vraiment ça, et essayer de trouver des pistes d'action en essayant de comprendre. Déjà,
si on doit faire, enfin, toute la formation, elle est évaluée sur ce mémoire qu'on rédige tout au long de l'année. Et la question qui nous est posée, c'est en quoi les enseignements du DU vous ont permis d'adopter des pratiques professionnelles protectrices? C'est vraiment la question à laquelle on doit répondre. Et moi, comme je suis formatrice, mais comme je contacte des associations ou des structures qui reçoivent des mineurs, depuis quelque temps, les professionnels me font part de plus en plus de leurs questionnements sur la façon d'accueillir au mieux les jeunes se déclarant trans. Et souvent, il manque d'éléments de compréhension. Et comme je connais bien le sujet, parce que quand même j'y travaille depuis plusieurs années en dehors de mon travail professionnel, j'ai décidé de proposer une formation. Et dans le mémoire, j'essaie d'expliciter le fait qu'il y a deux approches qui s'opposent. Les partisans de l'approche affirmative, que j'appelle dans mon mémoire et qu'on a tendance à appeler les transactivistes, puisqu'il faut bien leur trouver un nom. Ces partisans de l'approche affirmative, ils considèrent que chaque personne est en capacité de s'autodéterminer. Les enfants savent s'ils sont trans. Et pour eux, le problème, c'est pas le fait qu'ils transitionnent, mais le problème, ça va être tous les obstacles qui vont les empêcher de transitionner. Et tout questionnement sur les causes autres qu'identitaires au mal-être d'un enfant sont à bannir. Donc, il ne faut pas du tout se questionner. Les partisans de l'approche exploratoire, au contraire, ils prennent en compte le fait que l'enfant exprime un mal-être, mais ils vont rechercher les causes du mal-être. Ils vont s'interroger sur l'explosion soudaine du nombre de demandes de transition au niveau mondial des filles, alors qu'auparavant, les personnes qui transitionnaient, c'était principalement des hommes adultes et beaucoup d'hommes adultes homosexuels. Et à cette question, les partisans de l'approche affirmative leur répondent que c'est, en fait, s'il y a plus de filles, c'est parce qu'il y a une meilleure acceptation sociale. Pourquoi pas? On peut poser cette hypothèse, mais si cette hypothèse, elle était vérifiée, on observerait logiquement autant de transitions de femmes adultes que de transitions de filles. Or, ça n'est pas le cas. Donc, cette explication, elle correspond pas à la réalité. Et puis, les enseignements du DU étaient en résonance avec mathématiques. C'est pour ça que j'ai écrit mon mémoire là-dessus. Et donc, j'ai élaboré ce mémoire comme un programme de... Enfin, j'ai écrit ce mémoire comme l'élaboration d'un programme de formation au regard des enseignements du DU. Avec, dans une première partie, je parle des liens entre transition et violence dans le contexte actuel, c'est-à-dire que les violences que les jeunes filles peuvent avoir subies en tant que filles et qui peuvent leur donner envie de ne pas être des femmes, et les violences qu'elles risquent de subir dans le mouvement transactiviste. Et dans une deuxième partie, je réaffirme les catégories auxquelles ces filles appartiennent, c'est-à-dire que les transactivistes essayent de faire croire qu'elles appartiennent à la catégorie personnes trans, alors que non, elles appartiennent à la catégorie femmes et à la catégorie enfants. Et réaffirmer ces catégories, ça permet de protéger ces filles et de prendre en compte à la fois les besoins de l'enfant et les droits des femmes basés sur le sexe. Alors, je ne vais pas pouvoir vous résumer le mémoire, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler de certaines thématiques qui le traversent. Voilà, en gros. Finalement, est-ce que tu, si j'ai une question, peut-être par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu as pu observer ou amener l'hypothèse que la transition pour une jeune fille pouvait être une certaine forme de protection de la violence qu'elles peuvent subir? Oui, oui, complètement. En fait, dans ma première partie, quand je parle du lien entre transition et violence, je fais toute une partie sur le psychotrauma. Ça fait partie des choses que j'ai appris en fait dans cette formation. J'ai appris beaucoup de choses sur le psychotrauma et en fait, il y a beaucoup de jeunes filles qui prennent, enfin, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais qui prennent vraiment tous les symptômes du psychotrauma pour des symptômes de la transidentité. OK. Et peut-être recherche aussi une protection d'autres traumas peut-être à venir. Alors, dans ce diplôme universitaire là, qu'as-tu appris en lien avec ton sujet, justement? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, au tout début, ça a été même une difficulté pour moi parce que je suis très engagée, je ne suis pas du tout neutre. Et dès le début, on nous a dit, pour écrire le mémoire, un écrit universitaire ne doit pas être un écrit militant.
Mm. Et ça amène à beaucoup de vigilance et c'est important. Et c'était très bien qu'on nous le dise. Sinon, l'université serait plus l'université. Et vraiment, ça amène à la vigilance pour respecter chaque point de vue, même ceux avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Ça amène à faire attention à ne pas caricaturer et pour cela, écouter attentivement les arguments des transactivistes sans les déformer et argumenter avec des éléments objectifs. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi pendant cette formation aux notions d'objectivité et de neutralité. Édouard Durand, il dit souvent, en parlant des situations de violence, que entre le loup et l'agneau, être neutre, c'est être du côté du loup. Mm. Donc, on ne doit pas être neutre. Mais, en même temps, tout au long de la formation, on est amené à nous appuyer sur des éléments objectifs. Donc, j'ai réfléchi à la distinction entre objectivité et neutralité. L'objectivité, c'est ce qui permet de partager le même réel, la même réalité de façon universelle. N'importe qui voit la même situation, on voit la même chose. Donc, ça veut dire qu'on considère que le réel existe en dehors des perceptions que chacun a du réel. Alors, je vais illustrer avec un exemple. Je donne des prénoms au hasard, hein. Stéphanie, Jacqueline et Denise habitent ensemble et dans leur placard, elles ont des œufs, du lait, de la farine. Denise propose de faire des crêpes, Jacqueline propose de faire un gâteau et Stéphanie ne prend pas parti. Les trois partagent la même réalité objective. Elles constatent toutes les trois qu'il y a des œufs, de la farine et du lait. Il y a au moins une chose avec laquelle elles sont d'accord. Et Denise et Jacqueline, elles s'engueulent très violemment, enfin très, voilà, elles vont crier, non, moi je veux faire des crêpes, moi je veux faire un gâteau, mais elles sont quand même d'accord sur le fait qu'il y a des œufs, du lait et de la farine dans les placards. Stéphanie, elle est neutre, mais comme le fait qu'elle prenne pas parti, ça pose pas de problème puisqu'il ne s'agit pas d'une situation de violence, puisque Denise et Jacqueline, elles discutent à égalité, elle n'a pas à intervenir, donc elle peut éthiquement se permettre de rester neutre. Donc c'est vraiment la différence entre l'objectivité, on est toutes d'accord sur un fait objectif, ce qu'il y a dans les placards, et on peut être neutre ou pas. Denise et Jacqueline ne sont pas neutres, Stéphanie est neutre, voilà. C'est ça la différence entre objectivité et neutralité. Arrive Sacha. Sacha affirme que les œufs perçus par les trois autres sont en réalité des pommes. Sacha affirme que les trois autres doivent respecter sa subjectivité en disant « si je les perçois comme des pommes, c'est mon droit ». Alors, l'intervention de Sacha, ça relève vraiment d'un relativisme cognitif. Et selon les postmodernes, les postmodernes, c'est vraiment le courant auquel appartiennent les transactivistes. Selon eux, le réel n'existe pas en soi, mais dépend de la perception subjective qu'on en a. Et c'est vraiment à cette conception-là que je m'oppose, puisque j'affirme que le réel existe et qu'on peut avoir une connaissance sur le réel grâce à l'observation, la raison et grâce à la démarche scientifique. Et quand j'ai compris que mon engagement, c'était pas un écrit militant, c'est juste qu'en fait, les valeurs que je défends, c'est les valeurs de l'université, puisque c'est cette conception qui fonde l'université et le savoir universitaire. Les données objectives, elles sont partageables universellement, quelle que soit votre orientation politique. La réalité, elle est la même. La Terre, elle est ronde, que vous soyez de droite ou de gauche. Mais à partir de l'observation du même réel, on peut prendre des décisions différentes selon notre sensibilité politique, nos goûts, etc. Et c'est là qu'on peut décider ou non de rester neutre. Et donc, l'objectivité, elle porte sur l'observation du réel. Et c'est ça qui est important. Quand dans un écrit universitaire, il faut être objectif, ou dans toute situation, on doit rester objectif. Par contre, la neutralité, ça porte sur les décisions et les prises de position à partir de l'observation de ce réel. Et l'approche transactiviste en tant que postmoderne, elle nie le fondement qui fait qu'on peut vivre, qu'au moins on peut discuter, c'est-à-dire qu'elle nie le fait que le réel existe. Pour les transactivistes, le réel, il dépend de la façon dont on le perçoit, et ils prétendent aussi, le pire, c'est qu'ils prétendent que toute approche objective et universaliste, c'est une approche de dominant. Alors, pour avoir étudié quand même pendant 1 an intensément les mécanismes de la violence et les stratégies des agresseurs, moi, j'affirme le contraire. La négation du réel et le refus de toute discussion rationnelle, c'est non seulement un outil utilisé par de nombreux agresseurs, que ce soit dans la violence conjugale, dans la pédocriminalité, dans toutes les situations de violence, mais c'est aussi politiquement au bénéfice des puissants. Parce que sans objectivité, c'est impossible de parler des violences, de les décrire. Et puis les agresseurs, ils ont tendance à inverser la culpabilité, ça fait partie de leur stratégie. Ils réinventent le réel. Non, non, je ne l'ai pas tabassé, je lui ai seulement donné une petite giflette.
Non, 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 c'était pas de la violence, je l'ai pas tabassé, c'était juste une dispute. Et donc, l'agresseur, il va tout faire pour invisibiliser la violence qui pourtant est réelle. Alors ça, c'est au niveau individuel, mais au niveau politique, les données statistiques, par exemple, elles permettent d'évaluer l'ampleur des violences faites aux femmes pour agir. Et aussi politiquement, ça c'est Patricia Romito qui en parle très bien dans son livre, les agresseurs, ils vont tout faire pour invisibiliser socialement les violences, dans son livre Un silence de morte. Donc, ce que disent les transactivistes, comme quoi l'objectivité, c'est au service des dominants, bah non, en fait, c'est pas vrai, c'est le contraire. L'objectivité, montrer le réel. D'ailleurs, tout le travail de lutte contre la violence, c'est d'objectiver la violence. Et puis, bon, il y a eu d'autres. Bon, ça, c'était vraiment de façon générale, c'est quelque chose qui m'a. Enfin, c'était un petit peu la base de mon travail. Et puis, évidemment, un cours qui était très important, c'était le cours sur les problématiques de la problématique générale des violences faites aux femmes. Euh, Puisque, alors évidemment, les femmes, c'est pas la seule catégorie humaine à subir des violences. Mais s'il y a un DU, je dis DU, hein, c'est diplôme d'université, qui a été mis en place pour lutter spécifiquement contre les violences faites aux femmes, c'est parce qu'il y a une logique spécifique aux violences faites aux femmes, qui n'est pas la même logique que la violence faite aux homosexuels ou d'autres types de violences. Au départ, Ernestine Ronay et Édouard Durand pensaient faire un DU sur les violences conjugales, parce qu'en réalité, c'est au sein du foyer que les femmes subissent majoritairement des violences. Et les deux établissent vraiment un lien très étroit entre inégalité et violence, l'une étant la matrice de l'autre. Et d'ailleurs, le Conseil de l'Europe considère que la violence à l'égard des femmes, c'est une manifestation des rapports historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Mais cette inégalité, c'est une inégalité particulière, c'est une appropriation d'un sexe par l'autre. Et cette appropriation, c'est bien en fonction de la biologie féminine, puisque les hommes s'approprient les femmes pour s'assurer une descendance, puisque seules les femmes peuvent porter des enfants. Voilà. Et puis, donc ça, enfin, les cours de problématique générale étaient vraiment très en lien avec ma problématique. Et puis, alors, je reviens au psychotrauma parce que vraiment, là, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. On a eu beaucoup de cours sur le psychotrauma. C'était même un des premiers enseignements qu'on avait grâce à Muriel Salmona et Mélanie Voyer, qui sont des psychiatres spécialisés dans le psychotrauma, et les cours étaient passionnants. Il y a pas mal de détransitionneuses, donc de jeunes filles qui sont passées par une étape de transition et qui reviennent en arrière, qui témoignent du fait que si elles avaient eu des informations sur le psychotrauma et si elles avaient reçu des soins, elles n'auraient peut-être pas fait le choix de la transition. Alors, le psychotrauma, ça fonctionne de la façon suivante. Vous pouvez vraiment regarder la vidéo de Muriel Salmona qui est très bien faite. Mais en gros, quand on est en une situation de danger normal, notre cerveau va envoyer de l'adrénaline et de la cortisol pour qu'on puisse agir. Mais si c'est une situation que le cerveau est incapable d'intégrer, comme par exemple une situation de violence, on est sidéré et on ne peut pas réagir. Et le cerveau, il continue à envoyer de l'adrénaline et du cortisol. Et du coup, cette surdose d'adrénaline et de cortisol, ça pourrait nous faire mourir d'un coup. Et donc là, le cerveau, pour éviter de mourir d'un coup, il envoie une dose de morphine et de kétamine. Et c'est cette dose de morphine et de kétamine qui provoque la dissociation. Et la dissociation, en fait, c'est un sentiment d'irréalité. On a l'impression que ça arrive à quelqu'un d'autre, que c'est pas vraiment vrai. Et j'ai entendu plusieurs témoignages de jeunes filles ayant transitionné ou souhaité transitionner qui décrivent cette sensation d'irréalité, que le corps, c'est pas vraiment le leur. Et quand on subit une violence, on peut rester dissocié le temps de l'agression, 1 heure, 1 mois, plusieurs années, tant qu'on est en contact avec l'agresseur. Et quand on n'est plus dissocié, c'est-à-dire quand on n'est plus avec l'agresseur, c'est là que ça commence à aller vraiment mal puisqu'on n'est plus anesthésié. Quand on n'est plus anesthésié, c'est là que la mémoire traumatique apparaît. Et là, on entend en boucle les phrases de l'agresseur. On revit comme si on le vivait au présent. Et là, on a l'impression de devenir folle. Alors, il y a 2 types de stratégies pour survivre à la mémoire traumatique, les conduites dissociantes et les conduites d'évitement. Les conduites d'évitement, par exemple, si j'ai été attaquée, agressée par quelqu'un qui portait un pull vert, je vais tenter d'éviter de rencontrer quelqu'un qui a un pull vert, tout simplement. Et puis, donc, pour revenir à ta question tout à l'heure, tenter de refuser d'être une femme, ça peut, si par exemple j'ai subi une violence liée au fait que je suis une femme ou une fille, là, il y a des gens qui me proposent de ne pas en être une.
ce qui est complètement illusoire. Mais la jeune fille, elle peut se dire, bah, ça peut être une stratégie d'évitement. Donc, le psychotrauma, il peut agir en tant que stratégie d'évitement. Et puis aussi en tant que stratégie dissociante. Alors, dans un des précédents webinaires, on avait reçu Benji, une détransitionneuse qui raconte que face aux agressions qu'elle subissait dans le mouvement queer, le fait d'imaginer qu'elle n'était pas une femme, ça lui permettait aussi de se dissocier de la réalité. Ça lui donnait l'impression que ce qui était en train d'arriver, ce n'était pas vraiment à elle. Et c'était le seul moyen de supporter les violences qu'elle subissait. Donc là, on est vraiment plutôt dans une stratégie dissociante. Ça peut vraiment être les deux. Et puis, quand ces jeunes filles, elles nous disent qu'elles sont pas nées dans le bon corps, ça rappelle vraiment la dissociation traumatique, l'impression de ne pas être dans le réel. Et dans le mouvement transactiviste, plutôt que d'encourager ces filles à se tourner vers les professionnels du soin en psychotrauma, les associations transactivistes les encouragent à violenter leur corps en portant un binder. Et violenter son corps, ce sont des pratiques dissociantes. Érotiser les souvenirs traumatiques à travers le BDSM, ce qui est aussi des conduites dissociantes. Il faut Le savoir... BDSM, juste pour Ah expliquer oui, oui. BDSM, c'est des pratiques qui tendent à érotiser les rapports de soumission-domination. Oui. C'est BD, je ne sais pas ce que c'est, mais SM, c'est sadomaso. Et donc, c'est des conduites dissociantes. Et il faut savoir que les pratiques dissociantes, elles sont dangereuses parce que quand on est dissocié, on est anesthésié. Donc, ça empêche de prendre conscience de la gravité de ce qu'on est en train de subir. Ça enlève toute énergie émotionnelle, donc toute capacité à se protéger, à se révolter. Et donc, ça rend vulnérable face aux agresseurs. Mais justement, si je peux le BD veut dire bondage, qui veut dire se faire attacher. Donc, on est vraiment Voilà. lié. Oui. Voilà. Alors, c'est l'incapacité de réagir. Voilà. Oui, et c'est vraiment, au niveau du psychotrauma, c'est vraiment une conduite qui dissocie. Et il peut y avoir, même pour des victimes, enfin des personnes qui souffrent de psychotrauma, dans les pratiques dissociantes, il peut y avoir une volonté. Des personnes, des fois, elles ne comprennent pas pourquoi elles se mettent en danger ou pourquoi elles vont éprouver quelque chose qu'elles prennent pour de l'excitation, alors qu'en réalité, c'est simplement de la mémoire traumatique. Et ça peut être très, très difficile pour certaines victimes de comprendre ce qui est en train de leur arriver, quoi. Et donc, la promotion de la prostitution, alors, c'est plus facile d'entrer dans le système prostitueur quand on est dissocié, et la prostitution dissocie. Enfin bon, c'est un cercle vicieux. Et donc, ces personnes, elles risquent de plus en plus de subir des violences. Et autant la dissociation traumatique, c'est important au moment de l'agression pour ne pas mourir tout d'un coup de surdose d'adrénaline et de cortisol, autant continuer à être dissocié, c'est vraiment dangereux. Et aussi, la dissociation, ça fait que comme la victime, au moment où c'est arrivé, elle avait l'impression que c'était pas réel, ben, quand elle s'en rappelle, elle est plus certaine que c'était vrai. Et notamment Esther, qui témoigne dans Rebelles du genre, elle décrit très précisément une situation avec des hommes adultes sur des sites qui envoient des photos d'eux en petite tenue à des adolescentes. Donc la scène est très précise. Et elle dit, mais je ne suis pas très sûre que ce soit vraiment arrivé. Alors ça, c'est typique de la mémoire traumatique, de plus être sûr. Et ça, c'est vraiment au bénéfice des agresseurs, puisque ça assure leur impunité. Parce qu'ils vont dire, bah, tu vois, tu n'es pas sûr. Bah non, c'est pas arrivé. Donc, ils vont jouer avec ça. Alors, le soin en psychotrauma, ça consiste à reprendre pied avec le réel. Mais le problème, c'est qu'en affirmant à ces filles qu'elles sont réellement des garçons, bah, on fait le contraire de ce qui est préconisé en soin en psychotrauma. Deuxième chose, l'événement traumatique, il détruit le sentiment de sécurité parce qu'il a un impact sur le système de croyance. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux penser que tous les gens qui ont un pull vert, ils sont dangereux. Donc, le soin en psychotrauma va m'amener à comprendre que non, il y a des gens qui ont des pulls verts et qui ne sont pas dangereux. L'idée, c'est de reconstruire un système de croyance sécurisant. Et le discours transactiviste fait le contraire, puisque l'idée, c'est de dire aux jeunes, il y a le système, donc tous ceux qui sont extérieurs à la communauté transactiviste sont très, très, très hostiles et très, très, très méchants. C'est vraiment le discours qui est tenu. Il y a de la transphobie partout, alors que la transphobie, ça existe, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Et donc, ça renforce la dépendance au groupe.
Et ça c'est catastrophique. Alors, il y a un autre enseignement, enfin un autre groupe de connaissances qui a joué aussi sur mon mémoire, c'est les besoins fondamentaux de l'enfant, parce que, comme je disais, on a été formé par Édouard Durand, qui est quand même juge pour enfants et spécialiste de l'enfance. Et en l'écoutant, je pensais vraiment à la façon dont les transactivistes instrumentalisent les textes internationaux sur les droits de l'enfant, détournent leur signification et ne tiennent absolument pas compte des besoins fondamentaux de l'enfant. Et là, je retrouve dans la propagande transactiviste, et je vais revenir à ce que j'ai dit au début, la propagande pour la transition des enfants, je retrouve les mêmes arguments que les militants pro-pédophiles des années 70. L'idée que les enfants sont capables de consentir à tout et n'importe quoi. Alors, les transactivistes, ils ne nient pas frontalement l'enfance, mais ils la font passer pour secondaire par rapport à leur soi-disant identité trans. Et puis, les transactivistes, ils s'approprient les enfants qui font plus vraiment partie de leur famille, mais d'une certaine communauté trans. Les parents des enfants sont dévalorisés parce que c'est des cis. Les cis, c'est les gens qui ne sont pas trans pour eux. Donc, il y a tout un tas de discours qui est tenu aux enfants comme quoi les cis, ils ne comprennent pas tout. Enfin, il y a une dévalorisation des cis, donc une dévalorisation des parents avec beaucoup de condescendance, qui donne l'impression aux enfants d'appartenir à une élite, comme dans les années 70, et qui sape complètement l'autorité parentale et la confiance sur laquelle repose l'autorité parentale. Or, l'autorité parentale, c'est quand même ce qui permet aux parents de pouvoir protéger leurs enfants. Toute critique est qualifiée de panique morale, exactement les mêmes termes que dans les années 70, et les corps des enfants sont appropriés. Moi, quand j'ai dit non au planning familial, je ne vais pas militer pour les bloqueurs de puberté. J'ai reçu une lettre très très longue et très intimidante d'une personne du planning, et au milieu de cette lettre, il y avait marqué tu refuses les bloqueurs de puberté, mais ce sont nos corps, ce n'est pas les tiens. C'est une personne adulte. Hein. Alors là, j'ai dit, d'accord, c'est très clair. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, le corps des enfants, c'est ton corps. Alors qu'aucun adulte normalement constitué ne dit ça. On ne dit pas, c'est pas nos corps. Quoi. Donc, une appropriation du corps des enfants par ces gens de cette communauté. Et puis, évidemment, le soutien de la gauche cool pour se faire passer pour progressiste, l'utilisation de la cause homosexuelle pour s'attirer la sympathie de gens très gentils, hein, parce que les gens qui soutiennent les LGBT, ils croient bien faire. Hein. Faut qu'ils arrêtent, mais ils croient vraiment bien faire. Ils pensent vraiment soutenir les homosexuels, alors que c'est un mouvement terriblement homophobe, mais bon, voilà. Et évidemment, comme dans les années 70, les féministes et les lesbiennes qui se battent contre ces absurdités et contre ces atteintes aux droits. Et aussi, pareil que dans les années 70, ils se font passer pour les défenseurs des droits des enfants. Il y a tout un détournement du vocabulaire de la protection de l'enfance, et notamment l'article 12, c'est intéressant, l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un exemple parmi d'autres, mais je vous le dis parce que pour avoir une idée. L'article 12, il porte sur la prise en compte de l'opinion de l'enfant sur toute question l'intéressant, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Ça ne veut absolument pas dire que les enfants doivent être livrés à eux-mêmes. Eh bien, l'association Chrysalide interprète complètement cet article comme obligeant les États à considérer l'enfant comme un acteur en capacité de contribuer à sa propre protection. C'est un vrai détournement. Et donc, du coup, l'enfant doit décider s'il veut transitionner ou pas. Vous voyez un peu comment il détourne les textes. Mais sauf que c'est faux, c'est pas du tout ça que dit l'article. Et quand on lit très rapidement, on se dit, bah, ils sont sérieux, ils se basent sur la CIDE, enfin, sur la Convention internationale des droits de l'enfant, sauf que non, c'est pas du tout ça que dit la CIDE. Et ils font ça pour plein de choses. Donc, vraiment, il faut y aller, il faut creuser et bien lire ce qu'ils racontent. Les besoins fondamentaux de l'enfant, ils ont été définis par le rapport de la docteure Martin Blachet. Donc, ils sont vraiment définis. Et il y a un méta-besoin, c'est-à-dire un besoin dont la satisfaction détermine la satisfaction de tous les autres besoins. C'est le besoin de sécurité. Et normalement, cette sécurité, elle est assurée par les parents, sauf cas contraire. Du coup, les transactivistes, en détournant l'enfant de la protection parentale, ils empêchent la sécurité de l'enfant, notamment en incitant à fuguer, ou alors cette association Chrysalide qui va amener les enfants à considérer que toute critique, tout parent qui ne va pas adhérer complètement à leur transition, c'est un signe de maltraitance. Et ça, vous pouvez aller voir sur l'association Chrysalide, enfin, vraiment, c'est très net, quoi. Alors, ce qui était vraiment encore plus important dans mon mémoire, c'est le travail sur le langage.
Ça, c'est vraiment une thématique qui revient souvent, qui a une très grande importance dans mon mémoire et une grande importance dans les enseignements du DU. Édouard Durand répète très très souvent que la violence s'oppose au langage. En fait, les agresseurs, ils veulent que la victime se taise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent aussi élaborer tout un discours tellement fort que la victime ne peut pas construire son propre récit. Et un des axes de travail de Linda Tromeleux, quand elle travaille avec les violents conjugaux, elle est intervenue, c'était passionnant, c'est de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas des mots qui minimisent leurs actes de violence. Ça fait un travail aussi sur le langage avec eux. Enfin, vraiment, le langage, il revient dans cette formation tout le temps. Et un langage perverti, il empêche de penser le réel. Donc, il empêche de voir les rapports de domination. Et dès le premier jour de cours, Ernestine Ronet, elle nous a cité une phrase de Victor Hugo, et c'est cette phrase qui m'a accompagnée tout au long de la rédaction de mon mémoire, c'est « qui délivre les mots, délivre la pensée ». Et vraiment, moi, c'est cette phrase qui m'a guidée, quoi, vraiment. Voilà pour les enseignements voilà, qui m'ont aidé sur ce mémoire. C'est très intéressant parce que le langage, effectivement, puis on aimerait que tu nous en parles encore davantage si tu le veux, mais le langage, effectivement, joue un rôle extrêmement important pour imposer une façon de penser, pour changer la façon, comme tu le disais, c'est pour soit faire taire, d'ailleurs, comme tu viens de le dire, ou imposer une façon de penser qui est différente de celle qui transmet ou qui traduit le réel. Voilà. Alors, si tu pouvais nous parler un peu plus de ta réflexion sur le langage dans ton mémoire. Ben oui, alors évidemment, le mot femme, hein, le mot femme qui est redéfini, mais ça, on en parle vraiment très, très souvent dans nos webinaires. Et puis, c'est quelque chose qui revient. Enfin, le mot femme, il est défini comme toute personne qui se dit femme. Donc, évidemment, ça empêche de penser les violences faites aux femmes. Alors que dans le DU, tous les enseignements sur les violences faites aux femmes, c'était des enseignements sur des violences subies en fonction du sexe. On n'a jamais eu des enseignements sur des violences qu'on pourrait subir parce qu'on se sent femme au fond de notre petit cœur. Enfin, j'ai pas eu ça comme enseignement, moi. Donc, et ça, cette redéfinition, elle empêche les filles qui ont subi des violences en fonction de leur sexe de trouver des réponses adaptées. Parce qu'on leur dit être une femme, c'est se sentir femme. Alors elles ne se sentent pas femmes, elles ne voient pas à quoi ça correspond. Ou on leur dit c'est correspondre à des rôles sociaux destinés aux femmes. Elles n'adhèrent pas. Alors, celles qui ne correspondent pas aux stéréotypes, celles qui sont lesbiennes, qui ne comprennent pas à quoi ça correspond de se sentir femme, comme la plupart des femmes d'ailleurs, bah, elles peuvent penser qu'elles sont trans, elles sont amenées à penser qu'elles sont trans. Et celles qui sont lesbiennes et qui cherchent des réponses sur leur orientation sexuelle, bah, elles tombent sur des sites transactivistes dits LGBT, alors que ce n'est pas du tout fait pour les lesbiennes. Et le discours ambiant qui redéfinit le mot lesbienne en disant une lesbienne, elle peut être attirée par n'importe quelle personne qui se sent femme, bah, ça ne les incite pas à se sentir bien dans leur corps. Et puis, j'ai fait aussi, parce que moi, je refuse d'utiliser le mot personne trans. Enfin, j'ai essayé de faire un travail de définition parce que les transactivistes nous parlent sans arrêt des personnes trans et moi, je ne vois pas ce que c'est. Alors, je distingue personnes trans. Quand je parle de transactivistes, ce n'est pas toutes les personnes qui sont définies. En fait, dans le parapluie trans, il y a plein de gens Les transactivistes prétendent défendre les personnes trans, alors qu'en réalité, il y a plein de gens qui sont nommés personnes trans et qui ne se reconnaissent pas du tout dans l'idéologie transactiviste ni dans leur programme politique. Alors, les associations transactivistes, elles utilisent l'expression parapluie trans en revendiquant le fait que le mot personne trans, c'est volontairement un fourre-tout. Donc, si on met n'importe qui dans l'appellation personne trans, n'importe quel enfant peut penser qu'il est trans. Alors ça, pour moi, je refuse parce que la polysémie, c'est toujours au service de ceux qui veulent cacher le réel, qui veulent manipuler, c'est au service des dominants. Alors que parler clairement, ça permet l'honnêteté intellectuelle et ça favorise des relations inégalitaires. Moi, je ne vois pas de personnes trans. Hein. Moi, ce que je vois, c'est des personnes transsexuelles, c'est-à-dire des personnes qui, ça c'est la définition de Jacqueline Sephora-Andrew, qui est une personne transsexuelle et justement qui s'insurgeait contre l'idéologie transactiviste et les violences faites aux femmes, aux féministes et aux lesbiennes. Donc Jacqueline Sephora-Andrew définit en gros, personne transsexuelle, c'est une personne qui effectue des modifications dans le but de vivre au mieux dans le rôle social de l'autre sexe. Bon, point barre. Mais ça n'a rien à voir avec
des personnes, par exemple, qui s'écartent particulièrement de la norme associée à leur sexe. On peut s'éloigner de la norme sociale et pas forcément faire des transitions. Et parmi les personnes qui s'écartent de la norme sociale, donc moi je vais dire des personnes qui ne se conforment pas aux stéréotypes. Je ne dis pas des personnes trans, je dis juste une personne transsexuelle, une personne qui ne se conforme pas aux stéréotypes. Là, on voit de quoi je parle. Et parmi ces personnes qui ne se conforment pas aux stéréotypes, toutes ces personnes ne souffrent pas de dysphorie. Toutes ces personnes ne choisissent pas de faire une transition médicale. Toutes ces personnes ne s'identifient pas comme trans. Dans l'appellation personne trans, les transactivistes mettent aussi des hommes qui affirment être des femmes, mais ont toute l'apparence d'un homme. Ils ne changent pas de morphologie, pas de vêtements, mais ils demandent qu'on les considère comme des femmes. Alors, en faisant ça, on amène tout enfant à pouvoir s'identifier comme trans. Et d'ailleurs, si vous tapez « suis-je trans » sur un moteur de recherche, je vous incite à essayer. En mettant n'importe quel âge, vous allez arriver à une réponse positive. Alors, je voudrais aussi parler de la dysphorie, parce que même ce terme-là n'est pas très clair. La définition transactiviste de la dysphorie, elle est contradictoire. On va d'abord, avant de parler de la dysphorie, parler de la non-conformité. La non-conformité de genre, ça désigne communément le fait de ne pas se conformer au rôle attendu socialement en fonction de son sexe. C'est très clair. Sauf que la WAPTH, qui est l'association internationale autoproclamée spécialiste des questions trans et sur laquelle s'appuient les associations transactivistes, donc la WAPTH dit d'accord, la non-conformité, c'est le fait de ne pas se conformer au rôle social attendu, mais c'est aussi, selon eux, le fait de ressentir une inadéquation entre son sexe et son identité personnelle. Mais on ne peut pas mettre dans le même mot non-conformité de genre deux choses qui n'ont rien à voir. Ne pas se conformer aux stéréotypes, ça n'a rien à voir avec le fait de ressentir une inadéquation entre son sexe et son identité. On peut avoir un garçon qui aime le rose, mais qui ne se sent pas du tout fille. Mais le truc, c'est qu'en désignant par un même mot deux concepts totalement différents, la WAPTH assimile par confusion les écarts à la norme avec une identité trans. Début de manipulation par le langage. Et c'est cette confusion qui peut amener des adolescentes qu'on appelait à une certaine époque des garçons manqués, à penser qu'en réalité, elles sont en réalité des garçons dans un corps de filles. Alors que la réalité objective, c'est que c'est des filles et que le travail des féministes, qui a quand même consisté notamment à affirmer qu'une petite fille, elle peut aimer faire ce qu'elle veut sans se soucier des stéréotypes, tout ce travail des féministes, il est mis à mal par le discours transactiviste. Donc voilà pour ce qui est de la non-conformité, donc qui est complètement redéfinie par la WAPTH. Et maintenant, la dysphorie. Donc, ils nous parlent tout le temps de la dysphorie. Ils mettent tout et n'importe quoi sous le terme de dysphorie. La dysphorie, c'est quand même défini comme une souffrance causée par un sentiment d'inadéquation entre le sexe et l'identité ressentie. Et cette souffrance, il y a des gens qui sont vraiment dysphoriques et que ça fait souffrir. Donc, la souffrance, c'est vraiment ce qui distingue clairement la non-conformité de la dysphorie. Eh bien, la WAPTH, elle propose de prendre en charge médicalement des personnes qui ont simplement un genre non conforme, puisqu'ils disent la non-conformité, c'est notre domaine. Donc ça, c'est pas logique. Et en même temps, il y a une incohérence en fait dans ce qu'il raconte. Et cette incohérence, moi, ce que je pense, c'est qu'elle vient d'une confusion sous-jacente entre deux sens du mot normal. Le mot normal, ça peut être quelque chose qui s'oppose au pathologique, la souffrance liée à la dysphorie, et auquel cas, il faut tendre vers la norme, parce que quand on souffre de dysphorie, c'est pas rigolo. Donc, c'est pas mauvais, la norme, dans ces cas-là. Et l'autre sens du mot normal, c'est qu'il s'écarte de tout écart, qui s'écarte des règles sociales. Et auquel cas, ce mot normal, il est plutôt problématique, parce qu'effectivement, vouloir normaliser les gens, c'est embêtant. Donc, la WAPTH, d'une part, normalise ce qui est pourtant décrit comme source de souffrance et abandonne les personnes dysphoriques à leur souffrance, en déconseillant même toute exploration psychologique des causes de la dysphorie. Donc, on abandonne des gens qui auraient besoin de soins. Et d'autre part, elle médicalise des écarts à la norme sociale. Donc, c'est ça qu'amène les enfants qui ne se conforment pas aux stéréotypes à se considérer comme trans, puisque ça veut tout et n'importe quoi. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Et donc, un enfant trans, un enfant qui ne se conforme pas aux stéréotypes, on va dire c'est un enfant trans. Et puis après, vu qu'il est trans, faut qu'il réfléchisse aux modifications. Et puis, donc, ça amène, année après année, un enfant non conforme vers une transition médicale.
Et une fille qui ne se conforme pas au stéréotype, elle se retrouve dans la même appellation qu'un homme hétéro qui aime se travestir. Hmm. On va dire que c'est la même catégorie, alors que ça n'a rien à voir. Une fille qui a subi des traumas, elle se retrouve dans la même catégorie que l'homme qui se sent pas homme. Et il y a une chose qui est très à la mode, c'est l'accompagnement par les pairs. Ça va amener ces filles à être accompagnées non pas par des gens qui ont subi des traumas. À la limite, pourquoi pas l'accompagnement par les pairs? Moi, je pense que c'est important aussi d'avoir une expertise sur certains domaines, mais pourquoi pas avoir des pairs qui partagent, qui ont vécu. Mais là, on leur dit, tu as le même vécu que quelqu'un de trans. Mais pourquoi spécifiquement les personnes trans? Ben, elles pourraient être accompagnées par des gens qui ont vécu des traumas, elles pourraient discuter avec d'autres femmes, mais on leur interdit de toute façon d'avoir des non-mixités entre femmes, ça c'est interdit, donc voilà. Elles pourraient aller dans des associations lesbiennes où là, ce serait aussi un accompagnement par les pairs, mais non. Le seul accompagnement par les pairs qui est proposé, c'est, et souvent en plus par des hommes adultes. Alors, expliquez-moi ce qu'il y a de commun entre le vécu de genre d'un homme adulte et d'une jeune fille. Bah si, les transactivistes, ils disent si, ils sont transgenres tous les deux. Bon, d'accord. Donc ces jeunes filles, elles sont complètement isolées de toute analyse féministe. Et puis voilà, dans la lignée de ce dont je vous ai parlé, sur le relativisme, les transactivistes, ils refusent toute expertise. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je vais voir mon médecin parce que j'éternue, si je lui dis, voilà, je viens vous voir parce que j'ai une allergie, et lui, il me dit non, c'est le Covid. Si j'adopte la même posture que les transactivistes, moi, je vais lui rétorquer, non, 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 je suis experte de moi-même et je veux des antihistaminiques. Si mon médecin se comporte comme un trans-friendly, c'est-à-dire un ami des trans, c'est comme ça que disent les transactivistes, il va me donner des antihistaminiques pour que je sois contente, mais je vais continuer à éternuer. Si au contraire, il m'affirme que bah, non, il a fait des études de médecine et ces études, elles s'appuient sur l'observation de nombreuses données, que ces observations, elles peuvent aussi prendre en compte la parole des concernés, évidemment, mais que cette parole, elle doit être étudiée de façon scientifique pour dégager des grands principes. Alors, soit, quand il me dit ça, soit je considère que dans certaines situations, l'expert peut avoir une connaissance sur ce qui m'arrive, même si ce médecin n'a jamais eu le Covid et ne souffre pas d'allergie, bah, quand même, il a une connaissance, ou alors je persiste. Et ce que demandent les partisans de l'approche exploratoire, c'est qu'on ait de réelles études sur les bienfaits ou non des transitions médicales sur les mineurs, et c'est-à-dire une démarche scientifique et non une démarche idéologique. Donc voilà, sur le langage et puis sur cette notion de dysphorie qui veut tout et rien dire et qui s'appuie sur, qui refuse en fait toute démarche scientifique puisque c'est seule la parole des concernés qui compte. Voilà, en gros, bon, j'ai été un petit peu, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais voilà en gros ce que j'ai pu retenir. Très intéressant. Tu as amené des choses que je m'étais même, pourtant, ça fait longtemps que j'étudie cette question et tu as amené des choses qui m'étaient même pas, que j'avais encore jamais vues. Alors, c'est assez formidable ce que tu as réussi finalement à décortiquer du langage et des stratégies, en fait, qui font que des jeunes filles sont dépourvues, on les amène à être dépourvus finalement des outils qui les aideraient, les outils féministes, les outils du féminisme radical qui démontrent les liens de domination et les liens de pouvoir, en fait, et dont elles sont victimes. Et maintenant, ben, elles sont privées, en fait, c'est ce que je comprends, elles sont privées de cette interprétation-là parce qu'on leur donne une autre, on leur impose en fait une autre interprétation qui les amène encore plus loin, peut-être dans cette victimologie-là. C'est terrible. Je voulais te demander comment s'exerce la violence envers les filles. On vient de le voir un peu, là, mais peut-être que tu pourrais même donner quelques exemples. Comment s'exerce concrètement la violence envers les filles dans ce mouvement-là, dans cette idéologie-là. Oui. Ben, en fait, je vous ai un petit peu parlé rapidement des stratégies universelles de l'agresseur. Ça, c'est vraiment le collectif féministe contre le viol qui a vu que dans tous les récits de viol, en fait, il y avait toujours les mêmes choses qui revenaient. L'agresseur, il va avoir une victime, il va la choisir, et puis ensuite, il va tenter de l'isoler. Et en fait, aussi, ces stratégies, c'est le collectif féministe contre le viol qui les a vues. Mais on se rend compte que c'est pas seulement dans le viol, mais
situations de violence conjugale, dans les situations de pédocriminalité, enfin dans toutes les situations en fait de violence entre un agresseur et une victime, l'agresseur il va vraiment avoir une stratégie, contrairement à ce qu'on pouvait croire que c'était des pulsions. Il a toute une stratégie donc qui consiste à choisir sa victime, à l'isoler, donc dans la violence conjugale, à faire en sorte qu'elle puisse plus aller voir ses copines, voilà, enfin, il y a toute une façon d'isoler, de dévaloriser la victime en lui disant, en lui faisant penser qu'elle est nulle et qu'elle vaut rien, d'inverser la culpabilité, c'est-à-dire que c'est pas de ma faute, c'est elle qui avait une mini-jupe et j'ai pas pu me retenir, ou alors elle avait mal fait cuire le steak et c'est pour ça que je lui ai tapé dessus. Enfin, c'est jamais de sa faute à l'agresseur. Troisième, quatrième pilier, c'est d'inverser la, non, oui, j'ai dit inverser la culpabilité. Autre pilier, c'est qu'il va faire régner la terreur, il va menacer la victime et terroriser en permanence, et ce qui va aussi l'empêcher d'agir. Et puis aussi, l'agresseur, il va assurer son impunité en verrouillant le secret. Donc, on en a un petit peu parlé de la façon de verrouiller le secret, notamment dans la culture pédocriminelle. Et puis, il assure son impunité en recrutant des alliés. Et comme je vous disais tout à l'heure, les agresseurs, ils existent partout, dans tous les milieux, à toutes les époques, mais ils s'adaptent et ils profitent de ce que leur environnement peut leur fournir comme avantage. Et donc, dans le milieu transactiviste, j'ai regardé comment ils utilisaient les avantages liés à cette culture pour exercer leur violence. Alors, s'il y a un agresseur dans le mouvement transactiviste, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, puisqu'il y en a partout des agresseurs, mais un agresseur dans le milieu transactiviste, il va profiter de plein de choses. Déjà, les victimes du mouvement transactiviste, ça va être les féministes et les lesbiennes, puisque le fait de dire pour une lesbienne, je refuse le pénis, c'est déjà s'exposer à la violence des transactivistes. Le fait d'être féministe et de dire qu'on défend les droits des femmes basés sur le sexe, ça peut amener à subir des pressions et des menaces de mort. Les autres victimes, c'est ces jeunes filles. Les filles qui ne sont pas conformes aux stéréotypes vont pouvoir être recrutées. Les jeunes lesbiennes, les filles qui ont subi des traumas, elles arrivent, elles cherchent des réponses, elles arrivent sur les sites transactivistes et c'est des sites qui se présentent comme féministes ou LGBT. Et donc, elles pensent qu'elles vont être accompagnées et en fait, pas du tout. Et aussi d'autres victimes, par exemple les personnes autistes qui sont très, très facilement victimes du milieu transactiviste et qui transitionnent facilement. Et alors ensuite, comme je vous disais, les agresseurs, ils isolent. Dans le milieu transactiviste, l'isolement, c'est vraiment isoler des adultes protecteurs et de la réalité commune. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on isole des parents, on fait croire que les parents sont mauvais. On isole de la réalité commune. Esther qui raconte qu'elle passait des heures et des heures, sur Rebelle du genre, elle raconte ça, des heures et des heures sur son téléphone portable à apprendre des mots nouveaux. Et pendant ce temps-là, elle n'était pas en train de parler avec ses camarades. Et elle était coupée du monde. Et le fait de ne plus utiliser le même vocabulaire, pareil, ça c'est une technique des dérives sectaires, d'avoir un vocabulaire très précis et de refuser le vocabulaire commun et la réalité commune. Ça isole. Et puis aussi, isoler ces jeunes filles du discours féministe ou lesbien pourtant, c'était ce discours-là qu'elles étaient venues chercher en arrivant sur ces sites transactivistes. Elles cherchaient ça et elles ne sont pas tombées sur ça. Mais on leur dit surtout ne va pas les écouter. Donc on les isole de celles qui pourraient leur apporter des réponses. Et puis évidemment, je pense à l'isolement des détransitionneuses. Donc c'est des jeunes femmes qu'on a tenté de couper de leur milieu amical, familial, etc. Elles étaient complètement dans la communauté, enfin pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Et puis d'un coup, en fait, on les rejette et on ne s'intéresse plus à elles. Donc c'est vraiment, elles se retrouvent complètement isolées. Le deuxième pilier de la stratégie de l'agresseur, c'est la dévalorisation. Donc là, la dévalorisation, elle passe par des termes déshumanisants, puisqu'on demande aux femmes de ne plus se nommer femmes, mais personnes à utérus, femmes cis. On va les insulter en les traitant de TERF. Donc ça, c'est l'insulte que les transactivistes disent pour les féministes et qui s'accompagne d'appel au meurtre de masse quand même. Enfin, je veux dire. Et il y a aussi une dévalorisation dans ces milieux-là de toutes ces jeunes filles qui arrivent et qui se présentent comme n'étant ni trans, enfin, qui sont cis. Donc cis, c'est qui n'est pas trans, donc soit elles sont cis, soit elles sont hétéros. Et il y a une telle dévalorisation de ce qui ne sort pas de la norme que ça va les pousser à transitionner. Et autre forme de dévalorisation, c'est que quand même, quand une jeune fille dit mon corps, je me sens pas bien dedans,
plutôt que de lui dire, mais ton corps est très bien et c'est normal, tu vas t'y habituer, on lui dit, oui, oui, ton corps a vraiment un problème, il faut que tu le transformes. Donc, il y a une dévalorisation. La dévalorisation, oui, c'est très, Ben, et même la déshumanisation, ça va jusque-là, là, quand on c'est parle que les femmes sont des morceaux de corps, elles sont propriétaires d'utérus ou c'est elles ça. sont, alors là, on les sépare en morceaux de corps, ce qui est encore plus, voilà la déshumanisation la plus totale. Euh, pour, Et oui, vas-y. mais je finis sur juste la stratégie de l'agresseur, à moins qu'il y ait une question tout de suite, mais euh, l'inversion de la culpabilité, qui est un autre pilier. Alors là, on va complètement chambouler. Par exemple, quand on va menacer de mort une féministe, on va inverser. C'est-à-dire qu'on va dire bah, c'est de sa faute à elle. Comme font tous les agresseurs, ils vont dire ah, mais je t'agresse parce que tu veux pas coucher avec moi parce que tu es lesbienne, et ben je t'agresse. Tu veux pas de moi dans un espace non mixte, je t'agresse. Donc il y a une inversion complète de la culpabilité et une échelle de valeur de la violence qui est chamboulée. C'est-à-dire qu'on va considérer comme violence le fait de mégenrer quelqu'un, mais par contre, de menacer une féministe de mort, il n'y a plus de notion d'échelle. Enfin, en France, on a 3 niveaux d'infraction, hein, les contraventions, les délits et les crimes. Ça permet quand même d'avoir conscience que tout n'est pas au même niveau. Ben là, non, en fait, ils font fi de tout ça. Et puis aussi, dans ce milieu, on a des jeunes filles qui sont persuadées par des hommes adultes qu'elles sont privilégiées par rapport à eux. Parce que eux seraient des femmes trans alors qu'elles, ce seraient des femmes cis. Et ça, c'est complètement, ben, ça inverse complètement les rapports de pouvoir, c'est incroyable. Et la menace sur ces jeunes filles, ben, c'est simplement parce que enfin, la terreur, elle règne dans ces milieux parce que ces jeunes filles, elles savent très bien que si jamais elles disent, ou même si elles pensent pas de la bonne façon, en fait, elles risquent gros. Enfin, elles voient très bien toutes les violences qui sont pratiquées sur les féministes. Donc, elles n'ont pas intérêt à penser différemment. Elles savent ce qu'elles sont autorisées à dire ou à penser. Et l'impunité, bah, elle est assurée par le secret, donc j'en ai parlé, hein, la perversion du langage, et puis aussi c'est certaines jeunes femmes, notamment Axel, qui raconte que si on dit bah tiens j'ai été agressée par telle personne, bah, le mec il peut dire ah ouais bah t'es en train de nier que je suis une femme. Donc en fait on fait taire les féministes, enfin on fait taire les victimes parce qu'elles n'ont pas le droit de dénoncer une violence. Et l'impunité assurée par les alliés, bah là on est clairement dans cette gauche qui est complètement comme dans les années 70, et ça c'est vraiment les alliés des transactivistes, qui est complètement prise par ce mouvement-là. Enfin voilà. Et donc voilà, c'était vraiment pour dire que dans le mouvement transactiviste, les mécanismes universels de la violence se retrouvent et les stratégies de l'agresseur utilisent cette idéologie-là. Voilà. Ils sont même renversés. Ils Ah sont oui, même oui. renversés, oui, Ben ça, voilà. c'est l'inversion de la Oui, culpabilité qui est un des exact, 5 piliers de la stratégie, quoi. exact. Euh, ça me rappelle aussi, je sais peut-être Benji qui avait aussi témoigné au WDI et qui s'était fait dire par des hommes trans-identifiés que les femmes, les jeunes filles trans-identifiées n'avaient pas le droit de parole parce que c'est elles qui avaient le pouvoir. C'était quand même extraordinaire de leur Ça, demander de se taire. Elles n'avaient pas le droit de parler. Elle avait raconté ça dans c'est son... ça, c'est une inversion, complètement. c'est l'inversion des stratégies de pouvoir. Euh, pour terminer, peut-être il reste, il était seul, donc il va rester un petit peu, on va se garder un petit peu de temps pour les Ouais. questions. Donc, peut-être quelle conclusion est-ce que ton diplôme ou ta réflexion t'a amené, peut-être en terminant? Ben, déjà, réaffirmer les catégories qui protègent, rappeler que c'est ces adolescentes, c'est des filles et des enfants, et arrêter d'invisibiliser tout ça. En leur donnant l'impression qu'elles sont matures, en leur donnant l'impression d'intégrer une communauté partagée par des hommes adultes. Donc arrêter avec ça et réaffirmer les catégories auxquelles elles appartiennent. Réaffirmer aussi pour leur permettre de comprendre que leur vécu il est partagé par de nombreuses filles et de femmes, et qu'il y a plein de femmes adultes qui ont aussi eu envie, adolescentes, de ne pas être des femmes. Et surtout dans le vocabulaire, à la fois comprendre le vocabulaire qu'elles utilisent, mais surtout se rappeler que le vocabulaire, il doit référer à des catégories objectivement identifiables. J'ai parlé tout à l'heure de ces catégories. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que ça
Et ça fait une catégorie. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand ils disent personnes trans, que c'est à la fois plein de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les transactivistes, ils font des catégories avec des groupes de personnes qui n'ont rien à voir. Donc, arrêtez avec ça. Donc, moi, je ne parle pas de personnes trans, comme je disais, je parle de personnes non conformes ou mal à l'aise avec leur corps. Et l'association post-trans, elle insiste aussi sur l'importance de remplir le terme dysphorie et d'y mettre ses propres mots. Quand un enfant dit « je suis dysphorique », oui, ben vas-y, arrête de dire que tu es dysphorique. Enfin, c'est l'association post-trans qui dit ça, et je trouve ça très important. Qu'est-ce que tu vis précisément? Et ça permet aussi de plus avancer. Et puis Ellie, toujours de Post-Trans, elle dit « Ok, on n'est pas d'accord avec la solution que l'enfant propose, mais il faut quand même prendre au sérieux la demande. S'il y a un désir de transition, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc, prendre au sérieux ce problème. Et puis surtout, vu le nombre de jeunes filles parmi lesquelles, qui se déclarent trans, qui souffrent de psychotrauma, une des premières choses à faire, c'est vraiment une recommandation de la mission interministérielle pour la protection des femmes et la lutte contre la traite des êtres humains. La recommandation de la MIPROF, c'est de pratiquer le questionnement systématique. C'est-à-dire, les professionnels du soin, les professionnels du social, on leur dit, mais posez systématiquement la question à toutes les femmes que vous voyez, subissez-vous ou avez-vous déjà subi des violences? Ben, vu le nombre de jeunes filles qui souffrent de psychotrauma, la première chose à faire, ce serait une jeune fille qui dit « je veux transitionner », est-ce que tu as déjà subi des violences? Et comme ça, on avance. Et si la réponse est oui, l'orienter, si c'est possible, vers un centre de soins en psychotrauma, militer pour qu'il y ait des centres de soins en psychotrauma partout. Et si ce n'est pas possible, au moins apporter des soins en psychotrauma, apporter si on ne peut pas apporter des soins en psychotrauma, apporter une psychoéducation. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez aller voir le livret de Muriel Salmona qui s'appelle « Quand on te fait du mal ». C'est disponible sur le site de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Vous pouvez aller chercher des informations sur le site de l'association parce que là, vraiment, vous allez avoir une mine de ressources qui pourront être utiles pour comprendre. Et beaucoup de victimes disent que ce site les a beaucoup aidées. Donc ça peut être quelque chose qui peut les aider. Et puis surtout, quand une jeune fille elle est dans le mouvement transactiviste, elle va être félicitée pour chacune de ses avancées vers la transition. Et l'adolescence, c'est vraiment dans les besoins fondamentaux de l'enfant, il y a aussi le besoin d'identité. Et là, en fait, le transactiviste dit ton identité, c'est juste l'identité trans, c'est juste ton identité de genre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver des moyens autres de valoriser la jeune fille pour l'aider à trouver son identité, parce qu'en fait, notre identité, elle est multiple. On n'est pas juste ci ou ça, enfin, on est plein de choses en même temps et l'aider en la valorisant à construire son identité. Et puis surtout, évidemment, comme je vous ai dit, les transactivistes, ils essayent vraiment de séparer les enfants de leur milieu familial. Donc, à la fois s'affirmer, mais tout en faisant attention de ne pas perdre le lien. Enfin, c'est vraiment, pour les parents, c'est terrible parce qu'il faut marcher sur des œufs. Et je sais que les gens qui savent bien jouer là-dessus, c'est les associations de lutte contre les dérives sectaires. Je sais qu'en France, on en a, je ne sais pas si dans d'autres pays, il y en a, mais les associations de lutte contre les dérives sectaires arrivent quand même à donner des conseils sur trouver le juste milieu. Et surtout, étant donné que les milieux transactivistes sont très sexualisés, et qu'il peut y avoir des échanges entre des jeunes filles et des hommes adultes, c'est vraiment important de réaffirmer les interdits et de rappeler les rapports de pouvoir qui peuvent résulter à la fois de la différence d'âge et à la fois des rapports sociaux de sexe, de sexe. Apporter des ressources autres que transactivistes, notamment sur la condition féminine, des ressources féministes, des ressources lesbiennes militantes. Des ressources psychologiques aussi, de l'aide. Ressources psychologiques, mais surtout politiquement, essayer de favoriser des discussions démocratiques, c'est-à-dire d'être dans l'écoute, de faire un peu c'est ce qu'on conseille souvent avec les victimes de violences conjugales, c'est de créer des espaces démocratiques dans lesquels les femmes victimes se rendent compte que c'est pas comme à la maison, en fait, que là, on les écoute. Faire un petit peu la même chose à la maison,
qu'elle voit qu'à la maison, on écoute, on débat, mais qu'on reste dans le respect, pour qu'elles se rendent compte que effectivement là où elles sont dans le milieu transactiviste, c'est pas du tout démocratique. Et puis voilà, c'est des petits outils, mais c'est minime, hein, parce que c'est vraiment très très difficile pour les parents. Et puis et surtout, comme elle va utiliser un langage que nous on comprend, enfin que souvent en tant qu'adulte c'est difficile à comprendre, se former à ce langage, mais de façon critique. C'est-à-dire que alors par exemple, je vais donner l'exemple du mec cis hétéro. Un mec cis hétéro, selon les transactivistes, un mec cis hétéro, c'est un homme qui n'a pas transitionné et qui est hétérosexuel. Les transactivistes nous disent que c'est une catégorie objective. Moi, j'ai fait tout un travail, en fait, j'ai un lexique dans mon mémoire dans lequel je dis ça, c'est une catégorie objectivement identifiable et ça, non. Ben, le mec cis hétéro, le jour où il décide de transitionner, du jour au lendemain, hein, quelqu'un que vous prenez pour un mec cis hétéro, il peut dire non, non, mais moi, je me suis toujours sentie lesbienne trans. Donc, il faut considérer que c'est vrai, même s'il ne change rien. Alors, ça prouve bien que le mec cis hétéro, c'est pas une catégorie objective. C'est-à-dire que moi, je vois un homme, je ne sais pas si c'est un mec cis hétéro, si c'est une lesbienne trans, j'en sais rien. Donc, en fait, moi, j'utilise pas ce terme-là. Moi, j'utilise des choses que n'importe qui, par exemple, ça, tout le monde peut être d'accord que c'est une trousse. Enfin, tout le monde peut définir que c'est une trousse. Alors que la catégorie, c'est un exemple, hein, mais la catégorie mec, cis, hétéro, c'est pas une catégorie objectivement identifiable. Un homme, c'est identifiable. Un homme hétéro, c'est identifiable. Mais un mec cis hétéro, ça veut rien dire. Donc voilà, avoir un regard critique sur le langage et sur les catégories qui sont utilisées, et plutôt essayer d'utiliser pour penser vraiment sereinement que des mots qui réfèrent à des catégories objectivement identifiables. Et puis évidemment se rapprocher d'associations de parents, comme notamment en France, on a l'association Hippomonie qui fait un super travail. Et quand si cette jeune fille elle sort de cette période-là, écouter la rapprocher, enfin déjà pas la culpabiliser parce qu'il faut une force pas possible déjà pour sortir de là. Et puis aussi, il y a des associations de détransitionneuses qui sont formidables. Et il y a le témoignage d'Esther qui peut faire beaucoup de bien aussi parce que ça permet de comprendre quels sont les mécanismes qui fait qu'on s'est retrouvé à subir cette manipulation. Donc ça peut être aussi positif. Voilà. Eh bien, que d'informations, que d'informations. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir partagé c'est un travail de longue haleine. Je crois que c'était un travail de presque un an de recherche, hein? Alors, et puis je suis certaine que tu peux aller beaucoup plus en détail que ça, mais déjà, ça nous donne une bonne idée de ton mémoire. À propos du mémoire, alors il y a des gens il y a une personne qui demande est-ce que le mémoire de Marie est consultable dans son intégralité? Alors, vas-y. Alors en fait, c'est encore j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Alors peut-être qu'il est à la fac de Paris 8, ça je sais pas encore, mais j'aimerais bien trouver un moyen de le rendre public. Mais pour l'instant, non. Mais il est peut-être à Paris 8. Il faut y aller. Mais de toute façon, je vais essayer. Soit j'arrive à le faire publier, soit je le diffuserai. Enfin voilà, de toute façon. Mais si jamais, de toute façon, nous, on fait toujours un suivi, là, le WDI, de nos webinaires. Donc, si cette information-là vient à être disponible, on pourrait l'intégrer dans Oui. le courriel qui va leur être envoyé. Peut-être que les mémoires sont disponibles, je ne sais pas s'ils sont numérisés à Paris 8, mais en tout cas, s'ils le sont, on pourrait Ouais. donner cette information-là Mm. aussi. Peut-être que c'est disponible seulement pour les étudiants enregistrés aussi, c'est possible. Alors, il y a aussi une autre question qui dit, ça c'est concernant les psychotraumas. Peut-on faire l'hypothèse que la légende du masochisme des femmes qui rêveraient, hein, c'est vraiment un conditionnel, d'être violées ne vient pas, comme je le croyais, des images de soumission des femmes véhiculées par les films, par exemple, les livres, finalement, la culture, mais que ce serait une manifestation de nos anciens traumas sexuels? C'est ce que dit Muriel Salmona, parce qu'effectivement, c'est très, très culpabilisant. C'est vrai que pour une femme qui voudrait être, enfin, qui se sent féministe et qui est dégoûtée par ça. Et alors ça, c'est autre chose qu'explique Muriel Salmona, c'est que le traumatisme, au moment de l'agression, la victime, elle est tellement sous l'emprise de l'agresseur. Et en plus,
le souvenir, il se met pas au bon endroit, en fait. Il n'est pas stocké au bon endroit dans le cerveau. Et il y a des victimes, en fait, ça c'est Muriel Salmona qui l'explique, en fait, elles vont être colonisées par la mémoire de l'agresseur. Et Mm, l'agresseur, en fait, ça l'excitait beaucoup, lui, de toute cette violence. mm. Justement, le soin en psychotrauma, ça permet de sortir de là. Et ça ne veut pas dire que les femmes, elles adorent subir des viols. Ça veut dire que euh, c'est même une double peine, en fait, pour pas mal de victimes de, de ressentir quelque chose qui ressemble à une excitation sexuelle et qui n'en est pas, et qui donne à la victime l'impression qu'elle aimait ça, alors que pas du tout. Ça, Mm. vraiment, je vous conseille d'aller sur le site de Mémoire traumatique et victimologie parce qu'il y a plein de femmes que ça déculpabilise, en fait, et ça permet aussi d'avancer et de se Et débarrasser de ces images-là. de se comprendre soi-même, oui, c'est ça. Voilà, ouais, Ouais. ouais. Il y a tu as nommé une personne qui s'appelait Jacqueline, qui propose de ne plus employer le terme personne trans, mais garde transsexuelle. Je pense que la personne peut avoir le nom de famille ou... Alors, ouais, non, c'est Jacqueline Sephora Andrew. Alors non, c'est quelqu'un qui parle pas de ça, mais alors j'ai peut-être mal expliqué. En fait, Jacqueline Sephora Andrew, c'est une personne transsexuelle en fait qui a eu une jeunesse d'homme gay, de jeune homme gay, et qui a transitionné, mais pas du tout dans le même sens que les transactivistes. C'est pas quelqu'un qui est du même milieu et qui a écrit un texte. Je faudrait que, oui, voilà, Jacqueline Sephora Andrew. Merci Françoise, c'est cette orthographe, et qui a écrit La violence masculine et le problème, et les femmes trans la commettent aussi. Et c'est vraiment un très beau texte, en fait, qui dit mais arrêtez d'agresser des féministes et des lesbiennes en mon nom parce que, en fait, vous me rappelez les violences que moi j'ai subies en tant qu'homme gay, quoi. Et aussi pour dire que, bah oui, toutes les personnes transsexuelles ne sont pas du tout d'accord avec cette idéologie, en fait. Oui, question de Graziella. Comment a été reçu ce mémoire? Par les directeurs de recherche, par tes pairs et par les personnes touchées par la culture transactiviste? J'ai 19 et demi. Bravo! Merci. Et non, bah bien, évidemment, bien. Vu le... Et après, bah, c'est vrai que moi, je me protège en fait. Je m'amuse pas à aller parler à des gens qui sont dans cette culture-là parce que de toute façon, tout ce que je peux dire va être retenu contre moi. Et puis que bah, j'ai déjà subi avant ça, il y a pas mal d'années, j'en ai un peu parlé, mais quand j'étais au planning, enfin, je sais pas, j'ai été virée du planning familial, mais j'ai subi de la violence et du harcèlement pendant pas mal de temps. Donc moi, je les évite, hein. Après, c'est vrai que bah, ce mémoire, moi, je l'utilise aussi en tant que formatrice pour aller proposer mes formations. Et c'est vrai que c'est assez positif parce que dans certains endroits où, où j'interviens, ben, ça me permet de faire une porte d'entrée et puis de dire, voilà, moi, je propose une formation sur ce thème-là. Ben, avant de m'acheter une formation ou avant voilà, que j'intervienne, vous pouvez voir à peu près comment je pense et puis les critiques que je fais. Et ouais, ce mémoire, il me fait vraiment une porte d'entrée aussi assez intéressante. Je vois pas d'autres questions, Marie. Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, je te remercie beaucoup pour cette générosité de nous partager ce mémoire, ce travail, ce volumineux travail. Alors, nous vous remercions tout le monde de votre assistance et nous sommes très heureuses de vous retrouver d'ailleurs aujourd'hui. La prochaine fois, nous nous retrouverons le dimanche 1er octobre pour le prochain webinaire. Puis en attendant, bien évidemment, vous pouvez aller signer la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe que vous avez vu au début de cette, où je pense que voilà, qu'on vient de mettre en ligne. Alors, on a l'habitude de finir comme ça, mais aujourd'hui, on fait un petit changement. Je vous mets un petit film. Et avant, De et avant, merci, merci Oui. Ghislaine d'avoir été là, puis merci à tout le monde. Oui. Alors, merci à toi surtout. Alors, on vous met un petit film de 2 minutes. Tu as beaucoup d'amour, hein, Merci. et puis on se revoit le mois prochain. Voilà.